Et bienvenue à vous sur Média TV. Merci infiniment de nous faire confiance et d'être fidèles au rendez-vous d'On se dit tout. Alors aujourd'hui, ce n'est jamais assez de parler du stress au travail. On va aborder à nouveau cette thématique dans quelques instants. Mais pour l'heure, on va parler de kyste ovarien avec vous, docteur Hicham Ben Abbas Taji. Comment ça va, docteur? Merci, plaisir de vous avoir. Merci, Ramadan Moubarak. Alina Alexidi, merci beaucoup. Alors, les kystes ovariens, justement, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce qu'on peut s'en rendre compte surtout? Parce que c'est surtout ça la thématique d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'en rendre compte? Oui. Est-ce que ça donne des signes? Mais avant, c'est quoi exactement? Alors, un kyste, c'est quoi? C'est une poche remplie d'eau. Okay. D'accord. Donc c'est de l'eau qui est à l'intérieur. C'est de l'eau qui est à l'intérieur. Enfin, de l'eau, du liquide, bien sûr, oui. Ça peut être autre chose. Alors, généralement, c'est très fréquent. Je veux dire, j'ai relu mes questions juste avant ça. 5 à 7% des femmes feront un kyste ovarien au cours de leur vie. Donc, c'est vraiment quelque chose de très fréquent. Et le plus souvent, dans 99% des cas, c'est bénin. Ça peut être même dans 90% des cas fonctionnel, c'est-à-dire que c'est juste un dérèglement lié aux hormones qui va faire donc créer ce kyste et qui va disparaître tout seul. Mais dans des cas, ça peut être des kystes organiques, c'est-à-dire des véritables tumeurs. Okay. Et malheureusement, ça peut être aussi des tumeurs cancéreuses. Et donc, c'est pour ça que quand un kyste a des critères particuliers, eh ben, il faut l'enlever pour s'assurer que ce n'est pas un cancer. OK. Donc, on va y aller petit à petit. Est-ce qu'il y a un âge particulier de manifestation des kystes? Non, à tout âge, ils peuvent apparaître. À partir de la puberté? À partir de la puberté, même avant. C'est vrai, c'est plus rare. C'est très rare d'avoir un kyste chez la jeune fille. C'est la petite fille dans ce cas-là. Mais ça peut exister. Okay. Et donc, généralement, là, c'est des tumeurs organiques qu'il faut quand même explorer. Okay. Maintenant, les kystes, il y a, je dirais, d'abord, savoir est-ce que c'est un kyste fonctionnel ou un kyste organique. Alors, un kyste fonctionnel, c'est juste un dérèglement des hormones. Vous savez que la femme, chaque mois, elle produit un ovule qui va aller être destiné à être fécondé pour justement pouvoir faire un bébé. Et donc, grâce à des hormones, notamment la FSH, la follicule stimulating hormone, qui va stimuler ces follicules ovariens qui vont donner donc cet ovule. Et des fois, un trop gros follicule qui va, il peut se kystiser. Okay. Et on parle de kyste après 3 cm. Deuxième des parties des cycles. Avant 3 cm, pardon, c'est quoi? C'est un follicule. On ne parle pas de kyste avant 3 cm. 3 cm, c'est grand quand même. Bon, parce que les follicules normaux sont à 24-25 mm. Alors, bon, il peut aussi y avoir des kystes plus petits, c'est vrai. Oui, c'est ça. Mais si vous voulez, en pratique, on parle de kystes après 3 cm. Il peut aussi y avoir des kystes du corps jaune, c'est-à-dire cette structure temporaire qui se forme en deuxième partie du cycle. Et tout ça, c'est des kystes fonctionnels, d'accord? Et la caractéristique d'un kyste fonctionnel, c'est que justement, il va disparaître. Donc, quand on va le recontrôler au bout de 3 mois, il doit disparaître. S'il persiste, c'est peut-être qu'il n'est pas fonctionnel, peut-être qu'il est organique. Alors, ce fonctionnel, est-ce qu'il donne des symptômes? Est-ce qu'on le ressent? Ce fonctionnel, où il peut donner des symptômes, mais le plus souvent, il est de diagnostic fortuit au cours d'une échographie. Mais les kystes, tous les kystes peuvent donner des symptômes. Ils peuvent se compliquer en se tordant, par exemple. Il peut se tordre. Il peut y avoir, donc donner de la douleur. Douloureux, oui. Il peut donner ce qu'on appelle de l'hémorragie intrakystique, c'est-à-dire un saignement dans ce kyste. Et donc le contenu, c'est aussi douloureux. Il peut se rompre. Voici les 3 complications et c'est une douleur aiguë qui va amener à consulter. Maintenant, quand vous avez de gros kystes, il peut aussi gêner. Il va donner une petite douleur chronique, une pesanteur. Il peut presser sur la vessie. Il peut presser sur le rectum et donc donner ce qu'on appelle de la polyachyurie, c'est-à-dire fréquemment avoir envie d'uriner ou carrément donner une constipation s'il appuie sur le rectum par derrière. Donc voici, grosso modo, soit on le découvre au cours d'une complication, soit on le découvre parce qu'il est symptomatique, il est trop gros, il donne de la gêne. Voilà. Est-ce que ça peut entraver justement aussi la fertilité ? La conception d'un bébé? Alors, généralement, non. Mais maintenant, il faut voir pourquoi. Est-ce qu'il y a un dérèglement qui a donné un kyste et qui va donner ce dérèglement, va entraver la fertilité. Mais un kyste en lui-même, bon, je dirais que quand on fait de l'assistance médicale à la procréation, il faut éventuellement ponctionner un kyste parce que là, il peut entraver la fertilité parce que par rapport aux médications qu'on va donner. Il y a quelque chose que j'aimerais donner. Il y a une maladie qu'on appelle les ovaires polykystiques et que beaucoup de gens appellent les kystes. En fait, dans les ovaires polykystiques,
polykystiques, c'est une dystrophie ovarienne, c'est des ovaires qui ne fonctionnent pas bien. Et il n'y a pas de kystes, en fait, c'est des microkystes. Et les gens ne retiennent que le mot kyste. Mais par exemple, dans les OPK, les ovaires polykystiques, il ne faut pas opérer. Il n'y a pas d'opération. Alors que dans un kyste donc de plus de 3 cm, 3, 4, 5, voire plus, des fois 7, 8, 10 cm, il peut y avoir une indication opératoire. Alors, justement, j'allais revenir et je souhaite qu'on insiste, si vous le permettez, docteur, sur ce point en particulier, parce que souvent les patientes relatent qu'à la découverte d'un kyste grand, donc oui. Volumineux, le médecin préconise directement une intervention chirurgicale. Il n'y a pas d'automatique? Non, c'est du cas par cas? C'est du cas par cas. Alors, première des choses dont on n'a pas parlé, donc le kyste, on le diagnostique soit à l'échographie, soit parce qu'il est symptomatique. L'échographie, c'est des ultrasons qui vont nous donner les caractéristiques de ce kyste. Il est totalement rempli d'eau? Il est anéchogène, donc c'est que du noir? Est-ce qu'il est solidokystique, c'est-à-dire avec des fractions solides et une fraction liquide? Est-ce qu'il y a un contenu à l'intérieur? Est-ce qu'il est multikystique, c'est-à-dire multicloisonné? Est-ce qu'il y a d'autres signes dedans? Est-ce qu'il y a de l'acide, c'est-à-dire de l'eau en dehors? Est-ce qu'il y a des végétations, c'est comme des bourgeons qui sont en dehors? Ça orienterait vers un kyste malin, vers un cancer, d'accord? Donc l'échographie, il y a le Doppler aussi qui nous donne la vascularisation du kyste, qui nous permet quand c'est malin, c'est quel type de cancer? Cancer de l'ovaire. De l'ovaire. Cancer de l'ovaire, justement. Donc quand l'échographie nous permet de caractériser donc, ce kyste, comment il est. Okay. Est-ce que c'est un kyste fonctionnel? Est-ce que c'est un kyste organique séreux, mucineux, endométriosique? L'endométriose donne des kystes, justement. Exactement. Kystes dermoïdes, ce sont les kystes bénins. Et donc, on va le voir. Un kyste fonctionnel, je vous dis, il fait 3, 4, 5 cm, voire 6 cm. On n'est pas pressé de diamètre. C'est gros quand même. Oui, mais on n'est pas forcément... Si les autres signes, les autres critères échographiques sont bénins, on peut surseoir, on peut se dire on n'est pas pressé, on le recontrôle. Mais s'il persiste pendant 3 mois, 6 mois, est-ce qu'il n'est pas organique? Est-ce qu'il ne faut pas l'opérer? D'accord? Maintenant, un kyste d'emblée qui fait 7 cm, 10 cm, a priori, c'est un kyste organique. On ne voit pas de kyste fonctionnel à ce moment-là. Et donc là, un kyste organique, il faut l'opérer. Pourquoi? Parce qu'il risque de se rompre, il risque de se tordre. S'il se tord, c'est l'ovaire. Plus un kyste est lourd, et puis, donc, il peut y avoir un effet de torsion parce que, justement, il va presser sur lui-même et se tourner et entraîner donc une altération, un arrêt de la vascularisation de l'ovaire. Et donc, plus un kyste est gros, et plus il est suspect, oui, il est suspect d'être organique, bénin, ou suspect d'être cancéreux. Et donc, à ce moment-là, il faut l'opérer. Mais pour un kyste de 3, 4, 5, 6 cm, on peut... Si les autres critères échographiques sont bénins, on peut surseoir, on peut dire on vous resurveille dans 3 mois. S'il est isolé aussi, s'il y en a plusieurs? S'il y en a plusieurs, les kystes fonctionnels bilatéraux, non. Okay. On peut penser à ce qu'on appelle l'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie assez fréquente qui touche environ 10% des femmes. Et c'est de l'endomètre, le tissu de l'utérus, qui saigne. Sauf que ce tissu endométrial au niveau du kyste, il saigne, mais il n'a pas où sortir ce sang, n'a pas où s'extérioriser, et donc il forme comme ça un kyste plein de sang. Donc on peut difficilement le différencier d'un kyste hémorragique, parce qu'en fait c'est du sang à l'intérieur de ce kyste, mais ce sang, il va donner à la longue des douleurs, il va donner un contenu finement, on appelle ça en verre dépoli à l'échographie, il est assez typique, mais il n'est pas anéchogène, il n'est pas totalement noir, il est gris, homogène, je vous dis, un gris homogène, et on suspecte l'endométriose à ce moment-là. Est-ce qu'il y a un risque de mutation d'un kyste? Par exemple, au départ, c'est un kyste qui semble bénin, mais est-ce qu'il peut se transformer en tumeur? Oui, alors justement, on ne peut pas savoir est-ce que c'est un kyste bénin ou fonctionnel. C'est bon, les critères vont nous dire a priori c'est un kyste fonctionnel, mais on va le surveiller. Mais après, il peut justement se modifier. Les kystes endométriosiques sont très rarement, je pense, dans moins de 1% ou 2% des cas, peuvent devenir cancéreux. D'accord, mais l'endométriose gêne peu autre chose. Alors, il y a autre chose, il y a des fois ce qu'on appelle des kystes, des tumeurs borderline. C'est des tumeurs, ce qu'on appelle la malignité locale. Ce n'est pas des cancers, mais en même temps, ce n'est pas des tumeurs bénignes, des kystes bénins. Et il faut les enlever parce que justement, elles peuvent s'aggraver. C'est pour ça que quand il y a des critères qui ne sont pas totalement bénins, où il y a une suspicion, il vaut mieux opérer. En plus,
je pense que vous avez posé cette question, comment opérer? Oui, absolument. Je vous laisse la poser. Je vous laisse. Vous voulez que je réponde? Alors, comment on opère? docteur. Souvent, quand on pense à un kyste bénin, on va opérer par une cœlioscopie, on va opérer par 4 petits trous, et donc c'est assez bien toléré. Grâce à 4 petits trous dans le ventre, on peut enlever ce kyste. Surtout s'il est moins de jusqu'à 10 cm, on peut l'enlever juste avec 4 petits trous et on est sûr. On a traité la maladie, on a traité et on est sûr de sa nature. Est-ce qu'on peut traiter aussi par médicaments? Non, on ne traite pas par médicaments. On observe et on opère s'il faut opérer. Tout à fait. Alors souvent, avant, on donne beaucoup encore, des pilules contraceptives pour bloquer le kyste. Oui, ça se fait, mais en fait, un kyste fonctionnel, il doit disparaître tout seul. Donc on n'a même pas besoin de bloquer. Mais souvent, on va lui donner cette pilule, tout simplement, soit parce qu'elle a besoin de contraception, soit aussi parce que si on dit à la dame, vous n'avez rien, ce kyste va disparaître tout seul, c'est comme si elle ne nous croyait pas vraiment. Donc on a besoin de lui donner à ce moment-là une pilule pour la bloquer. Un placebo, en fait. Tout à fait. Vous l'assumez? Oui, des fois. La communauté médicale l'assume. Tout à fait. Des fois, on donne mais un kyste fonctionnel doit disparaître tout seul. Le fait qu'il ne disparaisse pas tout seul fait une suspicion d'organicité. Au bout de 3 mois. Au bout de 3 mois, voire 6 mois. 6 mois en moyenne d'observation. Voilà. Il y a aussi des kystes qu'on appelle des kystes paratubaires. C'est des petites malformations embryologiques de naissance qui vont donner des kystes à côté de l'ovaire, qu'on appelle des itadites de Morgani, enfin des petites structures au niveau de la trompe, mais qui ne vont pas bouger. C'est des petits kystes de 2-3 cm. Moi, je n'ai pas envie d'opérer une dame qui a un kyste de 2 cm, même à la ménopause. Mais s'il ne m'inquiète pas, s'il n'y a que des critères de bénignité, je n'ai pas forcément envie de l'opérer. Même si, je vous dis, il persiste longtemps. Vraiment, c'est du cas par cas. Oui, généralement. Absolument. Docteur Hicham Ben Abbas Tahaji, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que justement le fait de devoir gérer au cas par cas, ça vous stresse? Non, en tant que professionnel. Non, on respecte. Dites oui, comme ça, je vais vous dire, restez avec nous, on va gérer votre stress juste après. Oui, d'accord. Dites oui. On va parler de stress au boulot, justement. Comment gérer ça? Parce que c'est jamais assez ce sujet. On a l'impression que c'est un sujet bateau, mais qui a toute son importance toujours. Tout à fait. Et dans On se dit tout aussi. Allez, on reste ensemble pour ce sujet. Merci, docteur. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Et donc, on y va pour ce sujet. C'est avec vous, Mouna Skli, qu'on en parle. Comment ça va, Mouna? Vous êtes consultante coach. C'est un plaisir de vous avoir. Merci pour l'invitation. Je suis ravie de te revoir. Plaisir partagé, surtout pour ce sujet, parce que pendant des années, on parlait du stress. Après, en fait, il y a eu des ramifications de cette thématique qu'on a traitée aussi. Et puis, on oublie parfois de revenir à l'essentiel, à cette chose qui est basique, qui contrôle les individus au quotidien, qui les dépasse. Eh bien, c'est tout simplement ce fameux stress au travail. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on a en quelque sorte choisi un sujet qui peut sembler bateau, mais il est loin d'être bateau, n'est-ce pas, Mouna? Il est loin d'être bateau, effectivement, parce que comme tu as si bien dit, il y a beaucoup de ramifications. Mais ce qui est en commun, en fait, c'est le travail. Donc, quel que soit, qu'on soit en fait à son compte, qu'on soit dans une multinationale, dans une entreprise familiale, les types de stress seront toujours différents et vont dépendre aussi de la personne. Et avant tout, en fait, le stress est positif. Pourquoi? C'est notre capacité à nous adapter. Tu vois? Absolument. Donc, en fait, ce qui change, c'est que le stress en lui-même, déjà, c'est notre capacité à nous adapter. Mais chacun va considérer une situation de manière différente. Donc, c'est la perception qui va varier d'une personne à l'autre. Et donc, en fonction des personnes, il y a des personnes, donc, devant la même situation, qui vont stresser plus que d'autres. Mais c'est très bien ce que vous dites quand vous dites il faut savoir que quel que soit son domaine d'activité ou le contexte dans lequel on travaille, parce que souvent, quand on parle de stress, c'est au sein de l'entreprise, pour les salariés. Mais quand on est chef d'entreprise aussi, comme vous, on stresse. Docteur Hicham Ben Abbas Tahaji, qui est médecin, qui a son propre cabinet, il peut lui arriver de stresser aussi, même si tout à l'heure il nous a dit non, je ne stresse pas. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on est tous amenés à faire face au stress. À quel moment on peut se rendre compte que ce qu'on ressent, c'est pas de la pression, mais c'est le degré supérieur, c'est-à-dire vraiment le stress? En fait, le stress, il y a une formule extrêmement, c'est-à-dire actuelle, et très concrète pour déterminer est-ce qu'on est sous stress ou pas. Okay. Est-ce que c'est du ciné? Ça veut dire le C de ciné, ça va être en fait, est-ce que c'est quelque chose à quoi on est confronté? Le I, c'est est-ce que c'est imprévisible? Ok, alors je note. Ciné. Ciné. Donc, né.
Voilà, donc c'est quelque chose. Voilà, est-ce qu'on est confronté? Est-ce que c'est imprévisible? Oui. D'accord. Est-ce que c'est nouveau? Oui. Est-ce que notre ego se sent menacé? OK. Donc voilà, c'est-à-dire dans ce vécu-là, c'est encore. Si on est confronté à quelque chose d'imprévisible, de nouveau et que mon ego est touché, donc je stresse. C'est-à-dire logiquement, c'est vraiment ce qui détermine qu'on va être stressé. Et c'est pour cela que toute personne devant la même situation ne va pas stresser de la même manière. Pourquoi? Parce que pour des personnes qui ont toujours été dans le changement et qui ont toujours réussi à sortir du mode automatique, mais ils sont passés au mode adaptatif, justement quelque chose qui est imprévisible. Ça ne va pas déranger forcément. Voilà, tout à fait. Pourquoi? Parce qu'ils anticipent, ils aiment tout ce qui est nouveau, et donc ils ont trouvé du sens dans ce changement. Et c'est pour ça que ce n'est plus un stress, mais c'est une capacité d'absorber quelque chose qui est nouveau et d'apprendre. Donc le sens que le stress qu'on donne à une situation détermine est-ce que ça va nous stresser ou pas. Est-ce que ça va être un stress positif ou ça va être un stress finalement qui va démarrer et qu'on aura du mal aussi à gérer? Parce que le stress, il y a quand même 3 étapes. Il y a une phase d'alarme qui détermine que finalement, on ressent le côté émotionnel du stress. Ça veut dire on a de l'adrénaline, on a du cortisol, et tout cela fait qu'on a le cœur qui bat. On a parfois la peau qui change de couleur parce qu'on a une accélération de la circulation sanguine, mais finalement, quand c'est à petite dose, c'est bénéfique. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir une activation de la circulation sanguine, on va avoir une meilleure concentration d'oxygène au niveau du cerveau. Ça va nous permettre de mieux réfléchir, de choisir les bonnes idées, d'être extrêmement au taquet, d'être créatif. Et du coup, à petite dose, c'est extrêmement efficace. Ça nous rend efficients. Après, il y a de la phase d'alarme. Quand on n'y prend pas, c'est-à-dire on ne gère pas et on laisse les choses en fait continuer, on commence à mal manger parce qu'on va plutôt aller vers des aliments qu'on ne dit pas à la table. Pourquoi? Parce qu'on aime bien mâcher, le côté sucré, le côté salé. Tout cela va entretenir cette notion de stress parce que notre nutrition aussi va plutôt être dans une zone de confort et du coup, elle ne va pas nous apporter les vitamines dont on a besoin pour gérer le stress. Ça ne va pas nous apporter des nutriments qui vont nous permettre, donc à base de magnésium ou de fruits secs, qui vont nous permettre de nous adapter. C'est ça. Et en fait, on se retrouve à alimenter négativement ce stress néfaste. Exactement. Et ça veut dire quand on commence à manquer de sommeil, quand on commence à avoir une alimentation à base de junk food, on va arriver dans le dernier stade en fait du stress, qui est la phase d'épuisement, qu'on appelle aussi burn-out. Voilà. Mais c'est pour cela qu'il vaut mieux, avec une approche où on arrive à anticiper le stress, ça nous permet d'éviter de faire en sorte que ce stress devienne en fait chronique. Mais comment on peut l'anticiper? D'abord, il y a beaucoup de structures au niveau des entreprises. D'ailleurs, j'interagis en tant que coach certifié en coaching de manager au niveau de beaucoup d'entreprises qui investissent au niveau de leur key staff pour permettre à ces personnes qui ont des équipes à gérer à pouvoir gérer leurs responsabilités au quotidien. Parce qu'il y a une obligation de performance. Parce qu'il y a une obligation aussi de gestion de soi, de gestion des émotions. Gestion de l'humain en face. Voilà. Un humain, par définition, c'est de l'émotionnel. Déjà, si vous avez quelqu'un qui a du mal à gérer ses propres émotions, imaginez comment il pourra gérer les émotions de l'autre. Voyez ? Complètement, absolument. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on parle de stress depuis combien d'années? Depuis une trentaine d'années que c'est devenu vraiment tendance comme thématique? 20 ans, plus ou moins? 20, 30 ans? Aujourd'hui, on aborde le stress comment? C'est-à-dire comment les professionnels, comment ça a évolué? Comment la prise en charge du stress a évolué? En fait, ce qui a évolué depuis très longtemps, c'est que depuis la révolution industrielle, l'impact du stress a été très grand sur la performance. Il y a eu aussi du mal-être en entreprise. Il y a eu aussi, finalement, de la casse, je dirais, des risques psychosociaux, qui fait qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'entreprises qui veulent prévenir justement ce stress. Et toutes les stratégies qui sont mises en place par les entreprises pour la prévention du stress, pourquoi? Parce que d'abord, en dehors de la performance, c'est aussi un coût. Quand vous avez quelqu'un qui fait de l'absentéisme, quelqu'un qui fait du présentéisme, donc qui vient au travail, qui peut être présent pendant 5 heures ou 6 heures, ou 8 heures, mais qui ne fait rien. Ouais. Il est devant son PC, mais au final, il n'arrive pas à se concentrer. Et du coup, c'est très, très coûteux pour l'entreprise. Donc, et en plus, il y a aussi la notion finalement, de protéger les personnes qui travaillent dans cette entreprise-là, parce que, bien entendu, c'est quand même aussi une question d'image. Donc, comment on fait ?
C'est très simple. On essaye donc déjà, nous, en tant que coach, d'intervenir au niveau des entreprises pour sensibiliser sur l'importance de l'hygiène de vie à titre préventif, donc une nutrition adaptée, 7 heures de sommeil, de l'exercice physique aujourd'hui. Dans d'autres pays, le sport va être remboursé par la sécurité sociale parce que ça fait une économie. C'est une thérapie en fait. Voilà, et surtout ça permet d'éviter les problèmes cardiovasculaires, les problèmes d'hypertension, d'obésité. Donc, c'est vraiment essentiel d'anticiper. Et ce qui est aussi essentiel, c'est que, heureusement aujourd'hui, grâce au développement personnel, grâce à la communication où on parle finalement de prévention du stress, on est beaucoup plus sensible au fait que faire du sport, c'est pas un luxe. C'est pas un luxe. Ça devrait rentrer dans la routine du quotidien. Mais ce qui est vraiment, vraiment sûr, c'est que par rapport à des situations, c'est important aussi de se dire qu'il y a deux approches. Il y a une approche qui est négative, c'est celle finalement d'être en mode automatique, c'est-à-dire d'être plutôt en mode réactif, d'être irritable, d'être en colère. L'autre approche, c'est en fait le mode positif. Ça veut dire cette situation qui est nouvelle, qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Qu'est-ce que je vais apprendre? Et en fait, c'est ça le cheminement de la vie. Quels sont les apprentissages qu'on a pu acquérir? Et c'est vraiment ces apprentissages-là qui ont pu justement construire les succès. C'est à travers la compréhension des échecs qui font qu'aujourd'hui, on peut mieux contribuer à son propre succès et rester surtout acteur de sa vie et dépasser le stress, mais garder que le stress positif pour pouvoir y arriver ensemble. Mais ça, j'ai l'impression que c'est la maturité de la vie qui nous apprend ça. C'est-à-dire que c'est en avançant dans l'âge, en quelque sorte, en prenant de l'âge, que l'on peut aborder le stress de cette manière et aborder une situation nouvelle de la manière que vous décrivez à l'instant. En fait, c'est aussi une question d'acuité de la vie. Vous avez des adolescents qui peuvent peut-être avoir une adolescence difficile, une enfance difficile, mais qui peut-être très très tôt, à partir de 18 ans, vont vouloir complètement poser les valises qui sont trop lourdes. C'est vrai, parce que vous accompagnez aussi des jeunes au sein des universités. Donc, tout à fait. Vous avez ce regard aussi. Pour moi, c'est l'âge qui donne ça, mais vous êtes confronté aussi à ces jeunes qui peuvent avoir eu une vie difficile. Une vie difficile, d'autre part, même l'éducation a un impact. D'ailleurs, Tybee Kaller, en fait, qui est psychologue américain, a bien parlé en fait, de tout ce qui est précurseur un peu de ce stress. C'est quand on a grandi avec des drivers comme « sois parfait », dépêche-toi. Donc tout cela conditionne. Dépêche-toi. Voilà, dépêche-toi, tu vas être en retard. Mais aujourd'hui, les mamans comme toi vont peut-être venir chez leur enfant et dire bon, écoute, on va partir d'ici un quart d'heure. Donc fais en sorte d'être prêt dans un quart d'heure. Exact. Donc l'approche a changé parce qu'on devient de nouveaux parents. Oui. Et ça, pourquoi? Parce que nous-mêmes, en tant que, c'est-à-dire on contribue à une vie en société, on a voulu aussi limiter le stress pour que quand au niveau professionnel on est stressé, on ne ramène pas ce stress à la maison. Quand on est stressé en famille, avec nos amis, on va être irritable, on va être en colère. Ce qui fait que finalement, ces situations qu'on aborde au quotidien, on fait en sorte d'avoir une meilleure hygiène de vie, basée donc sur une meilleure nutrition, axée sur 5 fruits et légumes au quotidien, sur une demi-heure d'exercice physique, sur un sommeil de minimum 7 heures, et surtout sur c'est-à-dire, et ça on l'a vu avec la pandémie, on a été quand même privés de nos proches. Donc reprendre une qualité relationnelle, c'est cela aussi qui permet de charger notre corps en ocytocine, qui est quand même, qui permet aussi d'asseoir ce bien-être-là. Maintenant, j'aurais voulu, je ne sais pas si le temps nous le permet, mais je vais poser rapidement quand même la question, quand le stress, donc au-delà de ces choses qui sont mises en place, mais qu'il y a un stress externe, type harcèlement moral, est-ce qu'on peut y faire face avec ces recommandations que vous venez de donner? Quand vous parlez d'harcèlement moral, c'est au niveau de l'entreprise? L'entreprise, oui, au niveau de l'entreprise. Puisque le sujet, c'est le travail. Mais en tout cas, de toute façon, les ressources humaines sont très, très vigilantes par rapport à cet apport de harcèlement moral. Et plus. De plus en plus, vous constatez? Mais complètement, c'est-à-dire complètement. Les entreprises sont extrêmement vigilantes par rapport à cela. On sait très bien que l'image de l'entreprise fait en sorte qu'il est très, très important d'apporter régulièrement des feedbacks, de mettre en place aussi un type de management qui est collaboratif, où chacun se sent partie prenante de l'entreprise, du projet, pour contribuer à travers des idées, à travers des suggestions pour changer le quotidien. Et donc le harcèlement ne peut pas rester tu comme il a peut-être été longtemps avant, mais ça c'est il y a longtemps. Exactement. Donc aujourd'hui, recommandation principale, c'est se diriger vers ces RH quand ça va mal et en même temps prendre soin de soi. Prendre soin de soi et la meilleure façon de gérer ça, c'est d'en parler.
d'en parler à un professionnel qui est d'ailleurs soumis à la confidentialité, comme le sont les coachs qui sont certifiés, mais en parler à un professionnel de la santé. Pourquoi ? Parce qu'en parler, c'est déjà le premier pas. Mettre des mots, ne pas nier, mais mettre des mots sur l'origine du stress. Ça permet, vous savez, quand on a un petit bobo, le fait de mettre de l'alcool, finalement, ça permet à cette immunité de faire son travail. Et le mental, c'est la même chose. Du moment qu'on ne tait pas l'émotion négative, du moment qu'on ne tait pas le mal qui est fait, c'est déjà un début de cette thérapie. C'est vraiment, vraiment essentiel. Mouna Sqli, merci infiniment d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir répondu. J'ai failli dire merci d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Je fais le mélange entre l'émission radio et télé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là avec Dr Hicham Ben Abbas, Taagi, gynécologue. Nous avons parlé avec lui des kystes ováriens et avec vous, ce stress finalement qui est toujours présent, qu'il faut continuer à gérer et que ce n'est pas du tout un sujet bateau. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. N'oubliez pas de retrouver cette émission dans son intégralité sur mediantv.com. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver sur les ondes de Média pour Femmes d'aujourd'hui, justement. Au revoir.